Larba Pilga est notre invité du jour. Il est le directeur de la promotion du civisme, de la citoyenneté et des droits de l'homme au niveau de la Direction générale des appuis spécifiques. Avec lui, nous parlons aujourd'hui du civisme et de la citoyenneté à l'épreuve, des activités parascolaires et préscolaires. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, M. Kaboré. Alors, difficile d'avoir le premier responsable de la citoyenneté au niveau du département de la direction dont j'ai parlé, sans évoquer justement le fait que nous venons de sortir de la première phase, la deuxième édition des journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Comment se sont tenues ces journées au niveau des établissements dont vous avez la charge? D'accord, merci beaucoup M. Serge donc, pour cet honneur qui nous est fait donc, de venir échanger avec vous ici sur les activités parascolaires et périscolaires. Comme vous l'avez dit, moi je représente la Direction générale des appuis spécifiques du ministère de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique. Donc au nom du ministère, en tout cas on vous dit merci donc, pour cet honneur. Alors, effectivement, je pense du 26 mars au 9 avril, nous avons effectivement vécu la première phase donc, de la deuxième édition des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Et au niveau du ministère de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle, nous l'avons vécu pleinement parce que ce soit au niveau central, que ce soit au niveau déconcentré, jusqu'au niveau province, jusqu'au niveau établissement, alors il y a diverses activités qui ont été menées. Alors, les activités de montée de couleur, ça c'est dans toutes les structures et dans tous les établissements et centres de formation professionnelle. Et au-delà des activités de montée de couleur, il y a les conférences qui ont été organisées sur le thème qui, je le rappelle, était pour l'ordre et la discipline, je m'engage. Donc, cette thématique a fait l'objet donc, de conférences dans plusieurs établissements, dont le lancement a eu lieu, par exemple, le 1er avril au lycée Yigia, sous la présidence donc, du secrétaire général de notre ministère. Et à côté de ces activités, il y a les activités opérations de salubrité, dont également le lancement a eu lieu au lycée Limouvré le samedi 5 avril. Et au niveau de concentré, il y a une panoplie d'activités qui ont été réalisées avec les élèves. Il y a eu même des opérations don de sang, il y a eu des collectes de fonds pour le fonds de soutien patriotique, il y a eu des émissions radiophoniques, il y a eu des causeries éducatives, il y a eu même en appui au ministère en charge des droits humains, des concours sur le civisme. Donc, je peux dire que sur l'ensemble du territoire national, en tout cas pour les structures du ministère de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique, nous avons largement vécu effectivement ces journées et nous nous préparons bien sûr pour la deuxième phase qui va venir en octobre. Est-ce que quand on regarde comparativement à la première édition, vous avez senti plus d'engouement et d'engagement de la part des apprenants? Oui, je pense que, comme on le dit, la mayonnaise commence à prendre. Ça commence à prendre parce qu'il y a eu quand même une effervescence, un engouement des élèves, des apprenants des centres de formation professionnelle et même du personnel administratif autour des activités. Figurez-vous qu'au-delà de la montée de couleurs que nous avons fait au ministère central, il y a des structures du ministère qui ont également organisé, par exemple, des activités de montée de couleurs et d'autres types d'activités qu'on n'imaginait pas que ces structures-là ont pu effectivement réaliser. Donc ça veut dire qu'il y a un certain engouement, et que ce soit au niveau des élèves, que ce soit au niveau donc, du personnel. Alors, le thème pour nous aujourd'hui est assez évocateur, le civisme et la citoyenneté à l'épreuve des activités parascolaires et périscolaires. Quand on parle d'activités parascolaires et périscolaires, à quoi est-ce que cela renvoie? De quoi il s'agit exactement? C'est vrai, et avant de répondre à cette question, vous avez certainement participé et suivi à la cérémonie de lancement de ces activités qu'on dit parascolaires et périscolaires le vendredi 8 avril donc, au lycée municipal de Signoguin, sous la présidence donc, de Dr Boubacar Sawadogo, ministre donc, en charge de l'enseignement secondaire. Et ces activités para- et périscolaires, ce sont des activités qui permettent de renforcer les compétences des élèves. Quand vous prenez par exemple les activités périscolaires, c'est des activités qui sont organisées en marge du temps normal des cours et qui permettent donc de renforcer l'enseignement que les élèves reçoivent en classe.
Et quand on dit périscolaire, c'est des activités qui ont un lien avec l'enseignement, avec les disciplines que les élèves reçoivent en classe. C'est comme si c'est un appui qu'on fait en plus de l'enseignement des disciplines qu'on fait dans les classes aux heures normales. Ça, c'est les activités périscolaires. Par contre, les activités parascolaires, ce sont des activités qui sont organisées en dehors du cadre de l'enseignement des disciplines. Il y a l'enseignement des disciplines qui se fait en classe, mais en dehors donc de ce cadre, il y a d'autres types d'activités qui peuvent par exemple être des activités d'éco-citoyenneté, des activités de promotion du civisme, des activités de promotion de la santé et du bien-être qui viennent renforcer par exemple les compétences, j'allais dire physiques, des compétences émotionnelles, des compétences personnelles donc des élèves pour en faire des citoyens complets. Donc c'est un peu ça, les activités parascolaires et périscolaires. Alors, quand on fait le point, quels sont les types d'activités parascolaires et périscolaires que l'on retrouve généralement au niveau du Burkina? Alors, les activités parascolaires, ce sont des activités qui sont réalisées non seulement par les établissements, par le ministère à travers la Direction générale des appuis spécifiques, mais également par des associations et par d'autres ministères partenaires. Donc, c'est des activités comme, par exemple, des conférences pour renforcer donc, les capacités des jeunes. C'est des activités comme des activités artistiques, sportives, culturelles, qui permettent donc de susciter des vocations au sein donc, des élèves. C'est des activités comme des camps vacances éducatifs qui sont des moments qui permettent effectivement aux élèves d'acquérir d'autres compétences en dehors de l'enseignement des disciplines donc dans les classes. C'est des activités comme des causeries éducatives et des clubs citoyens qui sont organisés au niveau des établissements et ces genres d'activités véhiculent des valeurs. Et ce sont ces valeurs-là que les activités parascolaires doivent apporter aux élèves pour qu'en plus de l'enseignement des disciplines qu'ils reçoivent en classe, qu'ils puissent avoir des valeurs pour pouvoir vivre dans la société, être des acteurs de paix, de promotion sociale et de cohésion sociale. Est-ce qu'il y a des cas spécifiques où la tenue même de ces activités arrive à impacter, à influencer l'attitude ou le comportement de certains élèves dans des établissements? Non, c'est tout à fait partant. Lorsque vous êtes dans un établissement et que vous arrivez à organiser beaucoup plus d'activités parascolaires, comme par exemple des conférences, comme par exemple des camps vacances éducatifs, comme par exemple d'autres types d'activités peut-être sportives, culturelles. Ça veut dire que ça permet de renforcer les compétences des jeunes, mais au-delà de ça, ça permet même aux élèves d'avoir beaucoup plus de performance sur le plan académique. Parce que quand l'élève est souvent libéré de l'emprise donc des classes pour faire des activités personnelles, des activités par exemple d'engagement citoyen ou des activités sportives et culturelles, ça permet de stimuler davantage l'élève, ça permet donc de gagner en performance donc au niveau de l'enseignement académique. Mais au-delà de ça, c'est que ça permet à l'élève d'avoir des valeurs, comme je l'ai dit, pour qu'au sein de la société, il puisse effectivement être un acteur donc de promotion de la cohésion sociale, mais également être un citoyen plein qui défend sa nation, qui comprend comment le pays évolue et qui cultive le leadership pour être effectivement, j'allais dire, le citoyen plein qui porte sa nation dans son corps, comme on le dit. Je profite de poser cette question. Il y a des activités organisées souvent dans des établissements où les parents se plaignent après. Est-ce que également cela relève de la direction des appuis spécifiques? Quel est l'encadrement que vous donnez à ce niveau? Je parle des kermesses que l'on fait et qui traînent jusqu'à certaines heures. Est-ce que ça intervient dans le cadre d'activités parascolaires ou périscolaires? Oui, et effectivement, l'organisation des journées culturelles au niveau des établissements, ça fait partie des activités parascolaires et c'est des activités qui sont réglementées. Il y a des abus pourtant. En tout cas, de temps en temps, on constate qu'il y a des abus et il nous appartient en tant que ministère, effectivement, de recadrer cela et de donner en tout cas les mesures appropriées pour que les gens puissent pouvoir effectivement réaliser ces activités et éviter effectivement les abus. Parce que, comme vous le dites, il y a certains parents effectivement qui se plaignent que ça traîne jusqu'à des heures tardives et ça peut effectivement amener
d'autres éléments qu'on ne souhaite pas. Mais comme je l'ai dit, en tant que ministère en charge de l'enseignement secondaire, il nous appartient, et plus précisément donc aux directions générales qui s'en occupent, la direction générale de l'enseignement général et la direction générale donc des appuis spécifiques, en collaboration avec les établissements, de pouvoir donc réglementer tout cela et surtout faire respecter la réglementation. Parce qu'il y a quand même un règlement intérieur, il y a un arrêté qui porte donc sur l'organisation de ces journées culturelles, et c'est parce que souvent ce n'est pas respecté que les gens effectivement peuvent percevoir donc des abus. C'est peut-être l'occasion de permettre à nos auditeurs et téléspectateurs de comprendre que dit le règlement à ce niveau, jusqu'à telle heure est-ce que ça doit se passer et tout. Alors, je n'ai pas le règlement en substance ici, à peu près. Mais je pense que ce qui est recommandé, c'est qu'on ne dépasse pas, en tout cas, je donne des heures comme ça, 20 heures, que ça ne soit pas dans la nuit. Parce que quand, par exemple, l'élève quitte sa famille pour aller participer à des activités culturelles et que ça traîne au-delà de 20 heures, déjà l'élève n'est pas en sécurité, parce que ça va parce que ce que nous avons comme élèves, ça va de la 6e en terminale. Et quand vous prenez en 6e où il y a des élèves, donc des enfants de 11-12 ans qui doivent rester dehors jusqu'à une certaine heure, 20 heures, au-delà de 20 heures, ce n'est pas intéressant. C'est pour cela qu'un arrêté effectivement a été pris pour réglementer l'organisation de ces journées culturelles de telle sorte à ce qu'il n'y ait pas un impact donc négatif sur les élèves. Du reste, les activités culturelles, c'est une très bonne chose, parce que si c'est organisé de façon saine, ça permet effectivement aux élèves d'exprimer leurs talents. Parce qu'il y a des compétitions qui sont faites, il y a des slams qui sont faits, il y a des sketchs qui sont faits, et ça permet effectivement de susciter des vocations et également d'exprimer le talent donc des élèves. Donc ça aide même au niveau de l'enseignement, j'allais dire académique. Mais il faut effectivement éviter les abus pour que ça ne retourne pas contre les élèves. Alors il y a énormément beaucoup de choses à faire. Lorsqu'on se retrouve en train de préparer une rentrée scolaire à votre niveau, quels sont les principaux défis que vous rencontrez dans l'organisation même de ces activités parascolaires et périscolaires? En fait, les activités parascolaires et périscolaires, c'est des activités qui sont, j'allais dire, réalisées par divers partenaires. Et nous, notre objectif ou notre mission, c'est pouvoir coordonner l'ensemble des activités parascolaires au sein des établissements pour éviter justement les abus. Vous allez voir que pratiquement tous les jours, il y a des associations qui demandent des autorisations d'accès aux établissements pour pouvoir réaliser des activités. Donc, quand ces associations, par exemple, introduisent des dossiers au niveau du ministère, en tant que direction générale des appuis spécifiques, si le dossier nous est affecté, c'est à nous de regarder quel est le contenu donc de l'activité au sein de l'établissement pour pouvoir donc délivrer une autorisation d'accès, mais également en demandant aux directeurs régionaux, aux directeurs provinciaux et aux chefs d'établissement de veiller à ce que le programme qui a été soumis et qui a été accordé puisse être respecté. Parce que c'est des messages qui sont véhiculés par les associations, c'est des messages qui sont véhiculés par d'autres partenaires qui interviennent, et nous appartient en tant que ministère de vérifier le contenu de ces messages pour que ça soit conforme aux valeurs donc républicaines. Est-ce qu'il y a des cas où vous interpellez certains établissements pour des activités jugées non conformes justement par la direction? Bon, jusque-là, il faut dire que notre direction générale des appuis spécifiques est nouvelle. C'est seulement en 2024 que ça a été créé et ça a remplacé notre direction. Bon, on n'a pas, en tout cas, à ma connaissance, donc, il a interpellé, en tout cas pour cette année, il a interpellé des associations, mais on sait que il y a des associations qui peuvent, en tout cas, véhiculer des messages qui ne rencontrent pas l'assentiment, effectivement, et des autorités, l'assentiment donc du ministère, qui ne rentrent pas en droite ligne donc des objectifs du ministère, et il nous appartient jusqu'au niveau chef d'établissement, directeur provincial, directeur régional et au niveau donc central de veiller à ce que les messages là soient conformes et que les messages véhiculent des valeurs donc au profit des élèves. Quand on parle aussi des défis que nous avons en termes d'organisation pour ces activités parascolaires ou périscolaires, il y a cette réalité aussi que nous avons au sein de nos établissements d'enseignement. Il y a ces cas d'absentéisme
il y a ces cas aussi d'échec, ça c'est la conséquence finale de l'absentéisme, mais il y a aussi malheureusement la dépravation des mœurs avec la consommation de stupéfiants par endroits. Aujourd'hui, comment est-ce qu'à travers la tenue des activités parascolaires et périscolaires, on peut arriver à influencer, à amener un changement de comportement? Alors, après le lancement qui a eu lieu le vendredi 8 avril, alors la suite que nous avons, c'est pour répondre à votre question, c'est que nous avons élaboré des modules de formation sur la prévention et la lutte contre la drogue et la violence en milieu scolaire. Et nous avons prévu également de rencontrer donc les différents acteurs de l'éducation au niveau des différentes régions pour échanger par exemple sur la stratégie nationale de lutte contre la drogue et la violence en milieu scolaire. Puis nous allons former beaucoup d'animateurs. On prévoit même jusqu'à 3000 animateurs qui vont être formés pour qu'à leur tour, ils puissent faire des activités de sensibilisation, des conférences, des causeries éducatives avec les élèves sur ces questions de drogue, de toxicomanie et de violence en milieu scolaire. Et nous pensons que c'est de cette manière, avec donc les animateurs qui vont être formés et qui vont avoir un encadrement de proximité avec les élèves, que nous pouvons faire reculer effectivement ces phénomènes de drogue et de violence en milieu scolaire. Parce que et quand même, quand on parle de drogue, quand on parle de violence, en tout cas, je n'ai pas les statistiques en tête, mais les statistiques sont alarmantes. C'est alarmant parce que quand vous regardez, il n'y a pratiquement pas, en tout cas, de lycées, d'établissements où on ne parle pas de drogue. Et souvent, quand vous prenez par exemple certaines statistiques, vous vous rendez compte qu'il y a même des élèves de 6e, 11, 12 ans, alors qui prennent effectivement ces stupéfiants, qui prennent ces drogues. Donc ça veut dire que le phénomène est assez grave et les stratégies que nous développons, c'est le faire. Et nous ne le faisons pas seulement avec les enseignants ou avec le corps d'encadrement, nous le faisons avec les associations. Parce que nous savons qu'au niveau des associations, il y a également des personnes ressources qui font, par exemple, de la lutte contre la drogue, les chevals de bataille, et on va coopter l'ensemble de ces personnes ressources-là pour leur donner des formations appropriées pour qu'à leur tour, ils nous aident donc à faire des formations et des sensibilisations tous azimuts pour qu'on puisse couvrir l'ensemble des élèves et aller vers donc la réduction donc de ce phénomène au sein de nos établissements. J'ai aussi parlé de l'absentéisme avec pour conséquence l'échec scolaire par endroit, la dépravation des mœurs. Heureusement que pour cette année, nous assistons à une certaine conformité des coiffures. Là également, à ce niveau, comment est-ce qu'on arrive à influencer? Oui, et quand vous parlez de la dépravation des mœurs, je pense que ça c'est, j'allais dire, je ne vais pas dire une absence, mais c'est une insuffisance donc des valeurs au niveau donc des établissements, au niveau donc des élèves. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que le règlement n'est pas assez strict, assez rigoureux? Est-ce qu'il n'est pas suivi? Non, ce n'est pas une question de règlement. La preuve, c'est qu'il y a un code, par exemple, pour la route, mais les gens grillent les feux rouges. Donc, ce n'est pas une question de règlement, mais je veux dire, c'est une question d'appropriation donc, des élèves donc, de ce règlement, mais également des valeurs de la société tout entière. Parce que les élèves ne vivent pas en dehors de la société. Tout à fait. Voilà. Et ce que les élèves font, c'est ni plus ni moins ce que la société elle-même fait. Donc, c'est vrai que c'est des élèves, c'est des enfants et ils sont aussi très flexibles. Ils sont, j'allais dire, c'est un réceptacle sur lequel on peut effectivement mettre beaucoup de valeurs. Mais il faut dire que cette dépravation des mœurs, on la vit également en dehors des lycées, en dehors donc des centres de formation professionnelle. Mais ce que je vais dire, c'est que avec l'ensemble des activités que nous entreprenons et que nous envisageons, ça va amener par exemple l'élève, qu'il soit fille ou garçon, de savoir que par exemple, le corps, on ne doit pas l'exposer. Il y a certaines pratiques qu'on ne doit pas faire. Et c'est une question donc de valeurs. Et si on arrive effectivement à inculquer ces valeurs donc aux élèves, vous allez donc vous rendre compte qu'il y aura un changement. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et surtout, nous faisons ce qu'on appelle le faire.
Il y a ce que nous donnons comme, par exemple, formation à des animateurs. Il y a ce que les animateurs donnent comme conférences, comme sensibilisation aux élèves. Mais au sein des élèves même, il y a des clubs qui sont institués dans certains établissements. Et ces clubs-là mènent des activités avec leurs pairs élèves qui permettent donc de renforcer donc, j'allais dire, les valeurs au sein de ces élèves pour qu'ils puissent en tout cas savoir qu'ils doivent être des citoyens en temps plein comme les autres et ils doivent éviter effectivement certains actes qui n'honorent ni eux, ni les établissements, ni la société tout entière. L'éducation à l'école vient en complémentarité avec une autre éducation acquise auparavant au niveau des familles. Dans l'organisation que vous apportez, quelle est la part que vous donnez aux parents? Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Alors, les parents doivent, j'allais dire, revoir leurs coquilles. Et là, c'est l'ensemble des parents de façon générale. Parce que quand vous regardez, il y a beaucoup de parents qui pensent que quand on amène l'enfant à l'école, c'est à l'école de s'occuper de l'enfant, j'allais dire, de A à Z. Non. Je pense que la famille a un rôle fondamental et l'éducation, et j'allais dire la famille, c'est le berceau de l'éducation. Donc, si vous n'avez pas pu effectivement donner un certain nombre de valeurs à l'enfant dès son bas âge et même jusqu'à un certain âge, ce n'est pas l'école qui pourra effectivement le redresser. Donc, nous pensons que c'est un appel qu'on lance aux parents d'élèves, à l'ensemble donc de la société, de redéfinir et de rejouer pleinement leur rôle d'éducateur, parce que l'enfant est avant tout l'enfant du papa, l'enfant de la maman. Et il appartient effectivement à ses deux parents et même aux parents de façon élargie, à la famille de façon élargie, et d'être les premiers éducateurs avant que l'école, à travers l'enseignant, à travers la communauté éducative, n'ajoute ou n'apporte encore des compléments. Ce n'est pas forcément le bon exemple, mais les choses ont peut-être évolué auparavant dans la société. On pouvait corriger l'enfant d'autrui en circulation parce qu'il aurait manqué à des obligations eu égard à la société. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Autrefois, l'enseignant pouvait mener une certaine correction, pas seulement avec le fouet à l'enfant, mais aujourd'hui, c'est des aspects que l'on ne retrouve plus. Est-ce que là aussi, il n'y a pas lieu de le voir pour qu'une place soit beaucoup plus donnée à l'enseignant, eu égard aussi aux activités parentales où certains passent l'entièreté de la journée à l'extérieur, de quoi pouvoir subvenir aux besoins de l'enfant, de quoi pouvoir le scolariser et tout. Oui, c'est juste, vous avez dit c'est à deux niveaux. Au niveau donc de l'école, qu'on puisse donner ou en tout cas à l'enseignant, on puisse permettre à l'enseignant d'assumer pleinement son rôle d'éducateur, mais également que dans la société, en plus de la famille nucléaire, que la famille élargie ou en tout cas n'importe quel membre de la société puisse contribuer à l'éducation des enfants. Je pense que c'est ce que vous avez dit. De par le passé, c'est ce que nous avons observé. Bon, malheureusement, nous sommes très influencés par le monde extérieur avec des modes de vie que nous avons importés et qui nous causent actuellement d'énormes difficultés. Donc tout cela, en fait, il faut redéfinir les valeurs qui sont les nôtres et les enseigner à toute la société pour que nous puissions effectivement avoir des enfants et des élèves qui vont avoir ces valeurs et qui vont porter la nation aujourd'hui et demain. Donc ce n'est pas seulement au niveau de l'enseignant. L'enseignant aura toujours son rôle à jouer, mais c'est quoi? C'est une question de système. Si, par exemple, vous avez souscrit à des traités internationaux ou vous avez ratifié effectivement des conventions qui disent que, en tout cas, l'enseignant ne doit plus lever la main sur l'élève, bon, il faut qu'on s'en tienne à ça. Mais de toute façon, ceux qui sont beaucoup plus spécialistes que moi sur la question pourront vous dire également que ce n'est pas forcément avec le fouet qu'on éduque. Il y a d'autres manières d'éduquer et il y a des parents, de par le passé et même aujourd'hui, qui n'ont jamais levé la main sur l'enfant, mais les enfants sont corrects. Donc il n'y a pas que le fouet, il n'y a pas que, j'allais dire, la force physique qui permet d'éduquer l'enfant. Il y a même des enfants, si vous levez la main sur eux une fois, deux fois, vous contribuez à l'endurcir comme on le dit.
et chaque jour il demandera sa dose, donc il fera plus de mal pour avoir sa dose que de par le passé. Mais ça, c'est un point de vue, comme je l'ai dit, des analystes plus pointus sur la question pourront répondre pour qu'on puisse savoir sur quel pied danser. Aujourd'hui, en 2025, quand on regarde, quels sont les mécanismes ou les stratégies qui peuvent être mises en place afin d'améliorer justement la participation pour une meilleure qualité également des activités extrascolaires que nous avons? Alors, ce qu'il faut faire, c'est ce que nous avons commencé à faire. C'est une question de coordination. Parce qu'une fois de plus, ces activités qu'on appelle activités parascolaires, ce sont des activités qui se mènent tous azimuts et à travers divers partenaires et divers acteurs. Maintenant, quand il s'agit donc de ces activités dans le système éducatif, notamment au sein des établissements d'enseignement secondaire, post-primaire et secondaire, et au niveau des centres de formation professionnelle, nous, en tant que ministère, nous devrons organiser et coordonner ces activités pour que l'impact qu'on recherche, qu'on puisse l'avoir. Parce qu'une fois de plus, ces activités parascolaires et au niveau des établissements, ça vise à renforcer les compétences personnelles, les compétences physiques, les compétences émotionnelles de l'élève. Parce que quand vous suivez, par exemple, l'enseignement des disciplines en classe, et qu'à côté, vous avez ce genre d'activités, ça vous stimule, ça vous booste. Donc, pour nous, ce qui se présente comme défi et ce qu'il faut faire, c'est arriver à coordonner l'ensemble donc de ces activités au niveau des différents acteurs pour pouvoir capitaliser et effectivement présenter que voilà l'ensemble des activités qui sont réalisées parascolaires, qui sont réalisées au niveau de nos établissements, par exemple courant l'année 2025. Donc nous devrons être un catalyseur et nous devrons également, en tant que ministère en charge de l'enseignement secondaire, préparer les élèves effectivement et les encadrer à recevoir effectivement ces activités parascolaires. Alors, toute dernière question, il y a de la volonté, les défis sont nombreux. Aujourd'hui, quelles sont les difficultés auxquelles on fait face avec tout ce qu'il y a comme vision? Alors, les difficultés, si je ne les dis pas tout de suite, certainement, des gens pourront venir après dire que j'ai parlé de tout sauf ça. En fait, les gens diront que c'est l'insuffisance des ressources, notamment des ressources financières. C'est vrai, on ne peut rien entreprendre sans des ressources financières, mais pour moi, la véritable difficulté, ça peut être l'insuffisance d'engagement. D'engagement de la part de qui? Parce qu'il y a l'engagement de la part de, des acteurs terrains. Quand je dis insuffisance d'engagement, ça peut être qu'au niveau des établissements, les gens sont surbookés, par exemple, avec l'enseignement des disciplines en classe. Ça peut être qu'au niveau, par exemple, de certains acteurs comme des associations, des gens ne sont pas suffisamment engagés. C'est certainement quand ils ont des partenaires financiers derrière qu'ils peuvent effectivement aller mener des activités parascolaires. Bon, alors que les activités parascolaires devraient être intégrées dans la vie quotidienne et dans le fonctionnement normal des établissements. Tout comme on a un programme pour l'enseignement des disciplines d'octobre jusqu'en mai, jusqu'aux examens, on devrait également avoir un calendrier ou un programme des activités parce que nous sommes certainement au Burkina et en Afrique, peut-être on n'accorde pas beaucoup d'importance aux activités parascolaires. Vous avez cette impression que l'on n'accorde pas beaucoup d'importance? Oui, j'ai l'impression qu'on accorde. C'est surtout que ce n'est pas très bien coordonné. D'accord. Chacun, en fonction des partenaires financiers qu'il a, organise des activités un peu comme il veut et il n'y a pas beaucoup de coordination. Donc ça, c'est un défi que nous nous lançons donc, de pouvoir donc coordonner et capitaliser. Je disais que il y a des pays, notamment des pays qu'on dit développés, où forcément à côté de l'enseignement classique des disciplines en classe, il y a un programme pour les activités parascolaires. Et je vous prends un exemple. Lorsque vous arrivez à faire par exemple un camp vacances éducatives avec une centaine d'élèves pendant peut-être une semaine, 2 semaines, je vous assure que si ces élèves-là reviennent du camp vacances et intègrent l'école ou intègrent les familles, vous allez sans doute sentir un impact positif. Moi, je suis maintenant au niveau du ministère de l'enseignement secondaire, mais j'ai travaillé de par le passé au ministère de la jeunesse et nous avons organisé des camps vacances avec des jeunes et de retour dans les familles, c'est les parents même qui appellent les organisateurs de camps pour voir
qu'est-ce que vous avez pu bien, en tout cas, enseigner à mon enfant pour qu'il y ait ces changements positifs. Vous prenez par exemple, rien que se lever tôt, un exemple. Se lever tôt, c'est une valeur. Hein? Il y a des gens qui ne peuvent pas se lever avant 7 heures. Voilà. Il y a des gens qui dorment, en tout cas des élèves, des enfants qui dorment jusqu'à une certaine heure. Il faut que papa ou maman le réveille. Rien que ça, quand vous partez par exemple dans un camp, on fait un programme, on dit que le réveil c'est 5h30, un exemple. Vous faites ça pendant 2 semaines, ça devient un réflexe. Rien qu'aménager son cadre de vie. Par exemple, il y a des élèves jusqu'à, je ne sais pas, 5e, et où c'est encore des parents ou des quoi qui les aident à laver, par exemple, les habits. Quand vous êtes au camp, c'est vous qui prenez tout en charge, jusqu'à contribuer à faire la restauration. Donc, c'est des valeurs de la société qu'on leur inculque, et une fois qu'ils reviennent, que ce soit à l'école, que ce soit au niveau de la famille, alors ils sont beaucoup plus effrayés que ceux qui n'ont pas eu la chance donc, de participer à ces activités parascolaires. Donc, c'est vous dire en tout cas toute l'importance de ces activités parascolaires, et nous lançons un appel pour que tous ceux qui sont dans ce domaine-là, qui puissent venir pour que nous, ensemble, nous puissions réaliser ces activités et surtout coordonner pour que l'impact que nous visons puisse effectivement être atteint. Et c'est un appel qui certainement a été très bien entendu. Merci Larwa Pilga d'avoir accepté cette invitation du DEJ Info de Truth TV et Watt FM. Je rappelle que vous êtes le directeur de la promotion du civisme, de la citoyenneté et des droits de l'homme au niveau de la Direction générale des appuis spécifiques. Encore merci à vous. Allez, c'est à moi de vous remercier et de vous dire vraiment merci au nom du ministère de l'enseignement secondaire. Merci également à vous, auditeurs et téléspectateurs des médias leaders à Truth TV et Watt FM. Ainsi se referme donc à ce numéro du DEJ Info que j'ai pris plaisir à vous présenter. En attendant de vous retrouver, Dieu voulant, pour un autre numéro, et bien non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso. Au revoir. Truth TV, la télé interactive.